Je me suis dit que cette histoire méritait d'être racontée avec les mots de Théodore Herzl lui-même. Et Yom Ha'atzmaut, c'est l'occasion rêvée de parler de Théodore Herzl. Et pour ce faire, nous allons rentrer en contact avec Patrice Kemoun. Patrice, bonjour. Bonjour Olivier. Chag Sameach, merci d'être avec nous aujourd'hui pour Yom Ha'atzmaut. En plus, vous êtes très loin puisque vous êtes à New York. Exactement, je suis à New York. Le temps est gris là actuellement, donc je vous envie un peu parce que je pense qu'il doit faire un peu meilleur chez vous. Il fait un peu meilleur aussi. Merci en tout cas de nous rejoindre pour parler avec vous d'une initiative que vous avez eue en fait. Une initiative de créer des podcasts sur Théodore Herzl. Alors, on va tout vous expliquer dans un instant. Quelques mots sur vous. D'abord, Patrice, vous habitez à New York, vous venez de Paris. Votre parcours, très rapidement. Écoutez, alors mon parcours, j'ai été au ZEI quand j'étais un peu jeune, donc voilà un peu mon parcours juif militant, on va dire. Et puis après, j'ai vécu à Paris jusqu'à à peu près l'âge de 40 ans. Ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je vis à New York. Et voilà. Et je suis passionné par l'histoire de Théodore Herzl, alors, donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Comment vous êtes arrivé à cette passion pour Théodore Herzl? Comment vous avez découvert Théodore Herzl tout d'abord? Alors, je l'ai découvert à travers les écrits de son journal que j'ai découvert lorsque j'avais une vingtaine d'années, donc c'est à peu près hier, on va dire. Et donc j'ai été frappé en fait par la force de son écriture, sa puissance évocative, ses visions quasi prophétiques, l'arrogance de l'homme aussi, et la façon sans concession dont il raconte en fait ses rencontres avec les puissants. Et c'est pour ça que je me suis dit que cette histoire méritait d'être racontée avec les mots de Théodore Herzl lui-même, qui était journaliste et écrivain, donc il savait parfaitement manier le verbe et le sens de la phrase. Alors, il faut dire que c'est un journal très, très épais, puisque je crois que vous m'avez dit 18 volumes. Le journal de Théodore Herzl, qu'il a commencé à écrire en 1895, donc date à laquelle il a eu cette révélation du sionisme politique. Il l'a tenu jusqu'à sa mort en 1904. Et ce journal contient 18 volumes. Wow. C'est quelqu'un qui écrivait énormément. Il a une correspondance qui est fournie. Il écrivait en plus de ses articles pour la Neue Freie Presse, dont il était le correspondant à Paris. Il écrivait abondamment, au point parfois d'avoir une incapacité d'écrire, parce qu'il ne pouvait plus tenir le crayon tellement il écrivait. Alors, vous avez découvert ce journal et vous vous êtes dit, il faut faire paraître ce journal d'une façon, on va dire, un peu plus pédagogique. C'est ça, en fait. Il existe énormément d'écrits sur Théodore Herzl, des biographies de très grande qualité, des études. Mais je me suis dit qu'en fait, en donnant la parole à Théodore Herzl avec ses propres mots, il y avait la possibilité de toucher un plus large public et de le faire découvrir d'une façon un peu originale, d'autant plus que la façon dont il écrit est exceptionnelle. Pour simplement vous donner quelques exemples, lorsqu'il va rencontrer le baron de Hirsch, avec lequel il va tester son idée du sionisme politique, le baron de Hirsch n'est pas du tout d'accord et il va lui dire « Vous êtes par excellence le juif de l'argent, je suis le juif de l'esprit. Ma plume est une puissance, vous vous en rendrez compte. » Voilà. C'est ce que Herzl répond au baron de Hirsch. Exactement. On va dire qu'il n'a pas été tellement séduit par l'idée de Théodore Herzl. Très peu sont séduits en fait, notamment très peu de juifs d'Europe de l'Ouest qui sont émancipés, qui le voient comme un fou dangereux. On lui dit d'ailleurs, ses amis qui le voient s'agiter un peu dans tous les sens en disant j'ai trouvé l'idée à la solution à la question juive, lui disent il faut que tu te calmes, je pense qu'il faudrait que tu consultes un psychiatre. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. C'est ce qu'il va faire. Oui. Et vous pouvez nous dire il va aller voir un psychiatre. Pardon. Oui. Alors dites-nous qui était ce psychiatre justement. Donc il va aller voir un psychiatre qui n'est autre que Max Nordau, évidemment qui est devenu un très grand sioniste et qui lui dit si vous êtes fou, nous sommes deux, je suis avec vous. Et va débuter la collaboration
très étroite entre Max Nordau et Théodore Herzl. Et je dis, tiens, je ne suis pas fou. Mais c'est vrai que ses amis auxquels il raconte sa vision du sionisme, il a un de ses amis qui se met à pleurer en lui disant il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes parce que je crois que tu n'es vraiment pas en bonne santé. Alors, à partir de quand, justement, cette idée d'État juif fait son chemin dans la tête de Théodore Herzl? Est-ce qu'on arrive à l'identifier, ce moment-là? Alors, d'abord, c'est vrai qu'on parle souvent de l'affaire Dreyfus, la dégradation du capitaine Dreyfus à laquelle Théodore Herzl assiste. Donc, le 2 janvier 1895. Il était déjà à Paris, correspondant d'un journal. Il était correspondant de presse à Paris, du célèbre journal viennois Neue Freie Presse, qui est l'équivalent, on va dire, du Monde de l'époque, avec tout ce que ça peut impliquer d'être dans la capitale du cœur du monde, qui est la France, à la fin du 19e siècle. Et donc, il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus. Et il est frappé par les cris de la foule devant les grilles des Invalides, qui non seulement crient mort aux traîtres, mais qui également dit mort aux Juifs. Ouais. Mais voilà, alors ça c'est l'un des événements, c'est vrai, qui est très connu et auquel en général on fait référence lorsqu'on dit que Herzl a inventé le sionisme politique. Mais il y a également la même année l'élection de Karl Lueger, qui est à la mairie de Vienne, donc en Autriche, qui est élu sur un programme violemment antisémite. Et la conjonction en fait de ces deux événements en quelques mois lui font prendre conscience que la question juive, qui a toujours été un peu lancinante, il a été confronté à l'antisémitisme un peu toute sa vie, de façon directe ou indirecte. Lorsqu'il était étudiant en droit, à Vienne, il a été expulsé de la confrérie à laquelle il appartenait parce qu'il s'était désolidarisé du témoignage qui avait été fait par cette confrérie à Wagner le jour du décès de Wagner. Et Wagner a été célébré à l'époque non pas seulement comme un très grand musicien, mais également comme un antisémite. Et donc lui, en tant que juif, se dit, je ne peux pas rester dans cette confrérie. Et donc il avait demandé à en démissionner, et on lui dit, non seulement tu ne démissionnes pas, mais nous t'expulsons. Donc en fait, cet antisémitisme ambiant de la fin du 19e siècle est un peu partout et conscient dans son esprit. Il a également un de ses amis très proches, d'ailleurs presque son seul ami proche, qui s'appelle Heinrich Kahn, qui lui va se suicider en 1891, et parce qu'il a des velléités d'écriture qu'il n'arrive pas à faire naître, mais aussi parce qu'il est confronté un peu partout à cet antisémitisme. Et donc il se dit, voilà, on va dire la catalyse vont être la dégradation de capitaine Dreyfus et également l'élection de Karl Lueger à la mairie de Vienne, qui vont lui faire prendre conscience en quelques mois qu'il faut trouver une solution à la question juive, et cette solution ne peut être autre qu'une solution nationale. Est-ce que, Patrice Kimoun, est-ce que Théodore Herzl est soutenu dans son entourage, par particulièrement sa femme, peut-être aussi par ses enfants, dans cette aventure qu'il veut mener justement pour créer cet État juif? Alors, pas vraiment par sa femme, parce que sa vie conjugale est un désastre. Il s'est marié, ça a été un mariage d'amour, mais qui s'est vite révélé un échec cuisant, et on parle très vite entre les époux Herzl de divorce. Les scènes de ménage sont incessantes. Sa femme, donc Julie, lorsqu'elle est enceinte de Hans, menace à plusieurs reprises même de se suicider. Elle finira d'ailleurs ses jours dans un asile psychiatrique. Et donc, en fait, aucun soutien du côté de sa femme. Ses enfants sont très jeunes. Ils ont 2 et 3 ou 4 ans en 1895. Donc, impossible, évidemment, pour eux de soutenir quelque action de leur père à l'époque. Est-ce que le fait justement que Théodore Herzl était, on va dire, entre guillemets, peut-être obsédé justement par cette idée d'État national, d'État juif, est-ce que ça a influencé justement sur sa vie conjugale ?
Alors, est-ce que le sionisme a été pour lui le dérivatif dans lequel il a pu s'échapper d'une vie conjugale qui était un cauchemar, ou est-ce que de toute façon il était déjà habité par cette idée et que sa vie conjugale en a d'autant plus pâti, puisqu'en fait il va Mhm. consacrer toute son énergie au sionisme. Voilà, ce sont peut-être les deux aspects de la pièce, mais évidemment, une fois qu'il est obsédé et habité par cette idée pour lui va le dépasser, il va y consacrer sa vie et il va brûler sa vie, donc négliger sa santé en 9 ans et il va en mourir. Il n'aura que 44 ans à l'âge à laquelle il va mourir et il aura tout sacrifié pour cette idée. Alors, Alors, ouais, dans son entourage propre, simplement, seuls ses parents en fait vont l'aider, vont le soutenir et ses parents le d'accord, soutiennent sans relâche. sans aucune limite. Et d'autant plus que Théodore est devenu le fils unique après le décès à 19 ans de la sœur de Théodore, Pauline, Mhm. du typhus en 3 jours à peine. Ouais. Donc en fait, c'est un enfant qui devient enfant unique et qui va matérialiser tous les espoirs de ses parents qui vont le couver véritablement et qui vont d'ailleurs être omniprésents, même d'ailleurs dans son mariage avec Julie, et vont s'immiscer de façon constante, Alors, ce qui ne va effectivement pas faciliter la vie maritale. alors, vous avez créé, donc, comme on a dit, des podcasts hein, qui sont en fait des épisodes de la vie de Théodore Herzl, tirés justement de son journal. Alors, comment ça se présente? Expliquez-nous un peu. Eh bien, écoutez, donc je donne la parole à Théodore Herzl à travers notamment les écrits de son journal. C'est lui qui parle. Il parle donc par une fiction. Il écrit à son ami Heinrich Kahn, qui est décédé donc quelques années auparavant, auquel il va faire partager sa vie, qui commence. Il lui écrit d'ailleurs: Ma vie commence à 35 ans. Et il va lui raconter à travers donc 18 épisodes du podcast l'évolution de sa vision du sionisme, les rencontres qu'il va avoir avec des philanthropes juifs. Ce sera le baron de Hirsch, les Rothschild en France et en Angleterre. Ce seront également des rencontres avec des puissants. Il va rencontrer de sultans de l'Empire turc, de l'Empire ottoman, qui détient la Palestine, ce qui était la Palestine à l'époque. Il va rencontrer le Kaiser, il va rencontrer le ministre des colonies anglais, qui est Chamberlain, rencontrer des ministres russes. Il va même rencontrer le pape. Mhm. Au tout début de l'année 1904, il va finir par rencontrer le pape. Et donc, en fait, voilà, ce sont ces différentes rencontres, la construction du mouvement sioniste, et les très nombreux moments de découragement Mais auxquels il va faire face raconté par Théodore par Herzl. lui-même. Par lui-même, exactement, par Mhm. lui-même. Donc, les Donc, années incandescentes. Pourquoi avoir choisi ce titre, Patrice? parce que voilà, en 9 années, Herzl va pousser sa vie au-delà des limites du raisonnable, au point de faire que sa vie devienne incandescente, et il va brûler sa vie véritablement en 9 années, au point d'en mourir. D'où les années incandescentes. Les années incandescentes, donc des podcasts sur la vie de Théodore Herzl, qu'on peut donc trouver sur plusieurs supports, les Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Donc plusieurs supports pour suivre ces podcasts qui sont donc parus. L'idée, en fin de compte, c'est après quoi? C'est de faire une pièce de théâtre? Exactement, exactement. Donc là, chaque épisode du podcast est diffusé chaque jeudi, que les personnes peuvent effectivement trouver sur les plateformes de podcast usuelles que vous avez mentionnées, également sur le site internet dédié www.lesannéesincandescentes.com. Et après, d'en faire une pièce de théâtre en français, et que le podcast également soit traduit en anglais, puisque j'habite aux États-Unis et que la Mhm. communauté juive américaine est significative. Patrice Kemoun sur Théodore Herzl, des podcasts que vous pouvez suivre sur le site Les Années Incandescentes et puis aussi donc sur les différents supports que j'ai cités. Merci beaucoup, Chag Sameach. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci beaucoup.